du gouvernement du Québec. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je vous reviens, comme à chaque mercredi de 11h30 à midi, et on aborde encore le même thème, mais qui est très important, le thème de l'habitat. Parce que l'habitat, c'est notre petit nid, c'est là qu'on vit, puis c'est là aussi qu'on peut se reposer, créer nos repères, et c'est très important, même quand on vieillit. Alors, je vous répète en quelques mots, c'est quoi la mission de l'AQDR Québec, l'Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. On fait de la défense collective des droits. On rencontre les gens aussi, on fait des séances d'information. On a aussi des conférences de sensibilisation. On en a à l'heure actuelle beaucoup par Zoom, mais on revient. C'est vraiment juste de courte durée. Après la pandémie, on va revenir dans l'ensemble des bibliothèques de la Ville de Québec. Et aussi, on offre des services pour les gens qui veulent avoir de l'aide juridique, de l'aide administrative et du psychosocial. Alors aujourd'hui, on est vraiment choyé. On a un invité de marque, quelqu'un qui connaît très bien son dossier, M. André Castonguay, de la Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec et Chaudière-Appalaches. Vous vous souvenez, on se questionne beaucoup sur le sort des aînés qui ont moins de revenus, et puis ça, c'est une grande proportion des aînés, et qui après veulent décemment continuer à vivre. Alors, bonjour, M. Castonguay. Bonjour, Mme Gagnon. Est-ce que vous pourriez nous parler rapidement, mais c'est important, c'est quoi la Fédération régionale des OBNL d'habitation? Ben, notre fédération, dans le fond, sa mission, c'est d'accompagner, d'aider, de suivre de près, dans le fond, ses membres qui sont au nombre de 170 au niveau de notre fédération, grosso modo 170 membres, dans leur vie, soit dans leur vie démocratique, à travers, puis on peut agir aussi à travers des formations là pour aider les conseils d'administration à bien administrer leurs organismes. Donc, on est vraiment dans un rôle d'accompagnement auprès de nos membres, dont l'offre de logement pour aînés représente grosso modo 45% de notre membership. Donc, c'est la plus grosse proportion de notre membership, c'est au niveau des résidences et du logement pour aînés. Ben, c'est vraiment très important. Mais, M. Castonguay, quels sont les aînés qui vivent dans ces habitations-là? OK. Généralement, les aînés qui vivent dans ces habitations sont des aînés qui ont peu de moyens financiers, qui ont des retraites relativement modestes ou qui ont vraiment qui vivent avec les programmes gouvernementaux qui sont attribués aux aînés. Dans le fond, bien souvent, la plus grande proportion, ce sont des personnes seules et d'autant plus, bien souvent, des femmes. On a aussi une proportion là, de couples qui vivent dans ces résidences-là, mais la très grande proportion, c'est des femmes avec de maigres revenus qui ont travaillé quand même toute leur vie, mais qui n'ont pas nécessairement pu accumuler là, des sommes intéressantes là, pour leur retraite. OK. Puis comment le coût, est-ce que c'est bien cher d'habiter là? Vous parlez des programmes de subvention, mais quel est le coût, là, mettons, moi, je veux m'en aller là. Ça coûte combien par mois? Ben, tout dépendant des organismes, bien souvent, les organismes qui ont été développés, si on regarde, entre autres, avec le programme Axiologie depuis la fin des années 90, bien souvent, les conventions de ces organismes-là qu'ont avec la SHQ leur demandent d'avoir des loyers qui ne dépassent pas, grosso modo, à 80-90% du prix du logement moyen. Donc, évidemment, on parle d'organismes qui ne sont pas à but lucratif. Donc, évidemment, les loyers sont plus bas que dans le logement privé en tant que tel, à but lucratif. Et les surplus de ces organismes-là, de leurs finances, sont prises pour être réinvestis effectivement
dans l'immeuble, dans le fond, qui les accueille. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est les services. Donc, évidemment, quand on parle d'une RPA, d'une résidence pour aînés certifiée, évidemment, il y a une prestation de service aussi qui va aux aînés, soit les repas, la sécurité, ça peut être les loisirs, etc. Donc, évidemment, les locataires se doivent aussi de payer quand même pour ces services-là, tout dépendant de l'offre de chacune des résidences. OK, mais est-ce que je peux avoir une idée du coût, mettons, moyen? C'est sûr qu'il y a peut-être des différences entre les groupes, mais le coût moyen, mettons, là, moi, je veux m'en aller là, puis je veux avoir le coût moyen. Je veux avoir 3 pièces et demie. J'ai pas de coût moyen spécifique en tête. Par contre, si vous avez dans une RPA avec 2 services, bien souvent avec on pourrait dire, mettons, le service de repas là, qui est aussi défrayé. Là, je vais mettre les coûts ensemble. Oui. C'est quand même assez disparate là, d'une région à l'autre. On peut parler entre 1 000 et 1 500 $ par mois. Donc, ça représente quand même un logement qui est quand même abordable là, pour des gens qui ont des faibles revenus. Oui, puis est-ce que c'est... Monsieur Gastonguay, j'ai entendu parler que ça peut aussi devenir ou c'est un milieu de vie. Absolument. Donc, l'OBNL d'habitation, l'organisme non lucratif, dans sa mission, c'est vraiment l'idée de faire de la résidence un milieu de vie pour des gens qui sont en majoritairement seuls. Donc, oui, c'est un milieu de vie. C'est un milieu où aussi les locataires peuvent prendre des décisions pour leur organisme en étant sur le conseil d'administration quand cette situation peut leur convenir. Donc, c'est un milieu de vie où les loisirs peuvent être organisés par un comité de locataires. C'est un milieu de vie où les gens peuvent à tout le moins se rencontrer sur l'heure des repas pour discuter, placoter. C'est un milieu de vie qui est fait aussi pour briser l'isolement là, dans le fond des Indes. Bon, c'est plus que juste habiter à quelque part. Absolument, absolument. Je pense que c'est une très belle occasion là, pour les aînés là, de pouvoir habiter puis de pas rester seuls dans leur coin. Souvent, on le sait, là, dans le milieu des aînés, bien des personnes sont seules dans leur logement, s'ennuient, n'ont pas tellement de contact avec la société qui les entoure. Donc, ce sont des milieux de vie vraiment intéressants là, pour stimuler, dans le fond, les aînés. J'ai été voir un peu sur Internet pour me familiariser, puis je trouve qu'il y a des très belles résidences là qui ont l'air d'avoir beaucoup de choses pour les personnes aînées. Absolument, oui, parce que dans le fond, même si c'est du logement qui est subventionné en partie par la SHQ et tout, l'accent est aussi mis sur, si on peut dire, je dirais peut-être la beauté des lieux. On va pas non plus demeurer dans un immeuble froid et distant. Là, on va être dans un milieu qui est stimulant. C'est des milieux qui sont aussi sécuritaires. Évidemment, les résidences certifiées ont une panoplie de directives au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux à suivre, justement pour assurer la sécurité des aînés là, dans leur milieu de vie. Là. Ah, c'est bien, mais comment on fait pour voir s'il y en a de disponibles de ces logements-là? Au niveau, si on regarde, parce que évidemment, les OBNL qui ont été développés par des programmes gouvernementaux comme l'Accès-Logis, entre autres, souvent, dans un premier temps, ils ont quand même un pourcentage de logements qui sont subventionnés pour les personnes qui ont des besoins impérieux, donc c'est-à-dire qui ont des besoins impérieux de logement, mais qui n'ont vraiment pas les moyens de se payer quand même le minimum acceptable là, comme milieu de vie. Donc, pour les personnes qui se qualifient, dans le fond, à un logement subventionné, ils peuvent passer par le portail du logement subventionné de la Ville de Québec. Là, on parle de la Ville de Québec. Donc, sur ce portail-là, les gens peuvent voir vraiment toute l'offre de RPA à Québec où ils peuvent trouver du logement subventionné. Évidemment, il y a des démarches à faire là, pour valider, dans le fond, que la personne peut avoir accès à cette subvention, à ce programme de supplément au loyer. Ça, c'est une chose. Et ce qui est greffé aussi au niveau du portail, c'est aussi une espèce de, je vais le dire entre guillemets, un Kijiji du logement communautaire. Donc là, on retrouve aussi l'offre de logements qui sont non subventionnés pour les gens qui ne se qualifient pas, mais qui n'ont pas nécessairement des revenus infinis là, à mettre sur un logement. Il faut toujours penser que le logement, autant que possible, on essaye quand même d'attribuer moins de 30% de son revenu annuel
au paiement d'un loyer pour pouvoir garder quand même des sous pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire des activités, pouvoir s'habiller, etc. Donc, ce serait les deux places principales là, où on peut trouver des logements pour les aînés. Je vais vous poser une question qui est importante aussi. C'est quoi la problématique de ces résidences-là? Parce qu'ils sont comme en concurrence avec les grosses RPA. Est-ce que c'est une bonne concurrence? C'est-tu facile? Qu'est-ce qui se passe là à l'heure actuelle? Présentement, on a plusieurs problématiques là, qui touchent les RPA, d'autant plus suite à l'épisode de pandémie qu'on a vécu, qu'on vit depuis mars 2020. Oui, il y a la concurrence, effectivement, avec le privé qui est très agressif au niveau, puis qui ont les moyens aussi d'être agressifs au niveau là, de leur publicité, de leur marketing. Ça, c'est une chose. J'ai bien des gens aussi qui vont se laisser tenter par le privé. Quand on paye des 3 000 $ par mois pour se loger, à un moment donné, il reste plus beaucoup d'argent pour le reste des besoins là, dans la vie. Ça, c'est une chose. Plusieurs autres problématiques aussi présentement grèvent les RPA. On parle de la difficulté de trouver des ressources humaines dans les RPA qui offrent des services un peu plus élaborés. Bien évidemment, c'est difficile de trouver des gens pour travailler, des infirmières ou surtout des préposés aux bénéficiaires. Autre problématique, le coût des assurances. La pandémie aura amené ce fait-là. Les assurances les compagnies d'assurance sont devenues très frileuses à assurer, entre autres, les conseils d'administration des résidences pour aînés à but non lucratif. Les compagnies d'assurance sont frileuses aux éventuelles poursuites que pourraient avoir les RPA. Mais évidemment, les RPA n'ont pas moins bien performé que bien d'autres organismes. Dans le fond, on a un bilan quand même très positif là, par rapport à la pandémie qu'on vient de passer au niveau des cas puis des éclosions en résidence pour aînés. Le modèle RPA aujourd'hui, qui est quand même été développé, la certification a été développée dans le courant des années 2000. Présentement, on se rend compte sur le terrain que le modèle commence à être un peu dépassé. Les gens entrent beaucoup plus tard dans les résidences. Évidemment, ces résidences-là étaient destinées à des gens de 70, 75 ans. Malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement, parce que les gens veulent quand même garder leur autonomie, puis on veut la garder le plus longtemps possible, mais on se rend compte que les gens entrent en RPA à 80, 85 ans. Donc, ça amène une espèce de roulement aussi au niveau de la clientèle, puis parfois de la vacance de logement. Évidemment, la pandémie n'a pas aidé à la vacance de logement, parce qu'on était quand même quelques mois sans que les personnes aient pu aller visiter des logements dans les RPA. Fait que grosso modo, le modèle peut-être qui est vraiment à retravailler ou à tout le moins à étudier la pertinence du modèle, puis peut-être de voir une évolution au modèle RPA. OK. Mais il y a quelque chose que vous abordez là, qui nous touche beaucoup. Est-ce qu'il y en a des résidences comme ça à cause de toutes les problématiques là, que vous nous avez soulevées qui sont obligées de fermer? Est-ce que ça l'arrive, ça? Au niveau des OBNL d'habitation, on en a eu quelques-unes. J'en ai eu une dans Charlevoix là, qui était en difficulté puis qui finalement a dû fermer ses portes, malheureusement. Bien souvent, on se rend compte aussi qu'il y a des RPA qui n'ont pas beaucoup d'unités de logement. Donc, c'est plus difficile à viabiliser financièrement ces organismes. Quand les organismes ont des taux de vacances à zéro, ça va très bien. Mais bien souvent, ça prend quelques logements pour apporter des difficultés financières. Mais en général, les OBNL d'habitation survivent. La plupart sont aussi sous convention avec la SHQ qui, elle, nous appuie dans le fond pour préserver ces organismes-là dans la plupart des cas. Donc, ça peut arriver, mais on se croise les doigts qu'il y en ait le moins possible, ça c'est sûr. On voit que dans le privé, le phénomène était très fort dans les dernières années. Mais je veux savoir, M. Castonguay, parce que j'écoutais dans les médias, est-ce que dans les régions, pas nécessairement la capitale nationale, mais mettons les régions plus éloignées, est-ce que ils sont tout seuls là, les OBNL d'habitation que vous dites, ou ils ont encore des concurrences des RPA de luxe? Bien souvent, les RPA de luxe vont se retrouver dans les grands centres. Ça peut arriver là quelquefois qu'une RPA de luxe va ouvrir un immeuble, dans une région un peu plus éloignée, mais c'est plutôt rare.
Dans notre membership, on a plusieurs organismes qui ont été développés, surtout si on regarde en Chaudière-Appalaches, puis aussi dans les coins là, plus loin au niveau de Capitale-Nationale. Il y a beaucoup d'organismes qui ont été développés dans des municipalités pour desservir justement les aînés de leur propre milieu. Eux, habituellement, se sortent bien d'affaires parce qu'il n'y a pas tant de concurrence. Mais ça va quand même arriver. Là, si je regarde un grand centre comme Thetford Mines, il y a quand même des grosses entreprises privées qui ont ouvert des RPA. C'est sûr que ça a une incidence même sur les municipalités aux alentours, mais quand même les RPA quand même tirent bien leur épingle du jeu. Là, quand même. Est-ce que les propriétaires qui ont moins de monde, vous l'avez mentionné, qui ont moins de logements, est-ce qu'ils sont aidés à quelque part par le gouvernement ou peu importe pour pouvoir rester vivants? Parce que même s'ils ont moins de monde, ils sont là quand même. Ben c'est un impératif là, d'avoir de l'aide. Parce que là, présentement, il y a eu de l'aide ponctuelle par rapport à la pandémie. Mais là, il va être nécessaire de se pencher sur des aides là un peu plus à long terme là, par rapport à certaines RPA. Je pense que des RPA, là, surtout dans un temps où on a de la misère à se trouver de la main-d'œuvre, évidemment, on est à but non lucratif. Donc, par définition, on est moins capable de donner des salaires équivalents soit à l'institutionnel, là, je parle des CIS et des CIUS, ou soit dans les résidences privées. Là, je connais pas les échelles de salaire dans les privés, mais c'est clair que quand on est à but non lucratif, on a un petit peu moins de moyens, puis on compte aussi sur le bon vouloir aussi des gens qui travaillent chez nous. Là. Donc, oui, il va falloir se pencher sur cette problématique-là. D'ailleurs, notre réseau a élaboré un plan d'action, là, justement, sur plusieurs thèmes au niveau des résidences pour aînés et du logement pour aînés qui n'est pas certifié, parce que les autres aussi représentent quand même une bonne portion de notre membership. Donc, on va travailler là-dessus justement pour qu'il y ait de l'aide pour les petites RPA. Ça va être important. On peut pas se permettre de perdre des RPA là, dans les régions d'autant plus. Non, je comprends. Puis il faut qu'il y ait quelque chose, des mesures de mise en place, parce que c'est un mode de vie, ça, pour les aînés aussi. Ils sont pas juste dans leur chambre, là. C'est un milieu de vie. Puis il faut faciliter tout ça. Absolument, c'est un impératif. Puis on a encore pour plusieurs années là, à avoir une clientèle aînée là, grandissante. On a encore pour au moins une dizaine d'années. Donc, c'est important. C'est d'une importance capitale. Puis ces organismes-là, surtout en région, sont faits pour que les aînés puissent rester dans leur milieu, proche de leur famille. C'est une importance capitale pour ces gens-là. On ne peut pas se permettre de perdre des résidences dans des municipalités, dans des petites municipalités, puis que les gens soient déportés dans d'autres municipalités ou dans les grands centres, loin de leur famille, puis loin de leur milieu naturel. C'est très important. Oui, l'habitation de proximité, c'est vraiment très important. Avez-vous des choses à nous dire, M. Castonguay, là, que pas des revendications, mais des éléments là, qu'il faudrait tenir en compte, parce que nous aussi, la QDR, on est un organisme de défense des droits, puis j'aimerais ça avoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Ben, c'est certain que dans les représentations, puis si je regarde un petit peu notre plan d'action, il y a vraiment, oui, de base, il y a le financement des RPA. Il y a un certain financement là, qui pourrait être apporté aux RPA pour les aider à respirer en OBNL d'habitation, évidemment, parce que, bon, on veut pas, il faut qu'on offre du logement abordable, du logement à faible coût, mais le coût de la vie, lui, il continue d'augmenter. Ça fait qu'à un moment donné, on a des limites à devoir demander à hausser des loyers de personnes qui ont des faibles revenus. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ben, c'est ce qui pourrait. On parle aussi de certification qui est très lourde. Dans le fond, c'est ce qui désigne les résidences qui se certifient, qui sont des RPA. C'est très lourd administrativement. On a des petites OBNL d'habitation de 20, 25, 30 unités qui sont certifiées, mais qui apportent une lourdeur administrative à leur opération assez incroyable. Évidemment, la nécessité peut-être d'alléger un peu cet aspect-là de la certification serait super important pour nos membres, parce que bien souvent, ça peut être décourageant là, quand on rentre dans le cycle de certification. C'est très demandant. C'est probablement les deux principaux points là, présentement là, qui sont vraiment importants. Bon, ben alors, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'ai une autre question. Qui sont les propriétaires de ces petites
organisme d'habitation communautaire, est-ce que y a-t-il des personnes ou je sais qu'il y a un CA, mais est-ce que c'est des personnes qui les achètent? Dites-moi comment est-ce que ça fonctionne? Non, les OBNL d'habitation, dans le fond, au niveau de la gouvernance, c'est un conseil d'administration. Donc, c'est des administrateurs qui sont issus du milieu, puis aussi qui peuvent provenir de l'interne, soit des locataires de la résidence. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'organisme à but non lucratif en habitation, c'est qu'il appartient à sa communauté. OK. C'est ça qui fait la différence aussi. Ça appartient pas à une personne seule ou à une grande compagnie. Ça appartient à la communauté. Si je prends, mettons, que je prends un exemple, à Saint-Fabien-de-Panay, il y a une résidence qui est là. La résidence appartient à la communauté. Elle a été développée par des gens qui voulaient desservir les aînés de la municipalité, puis leur offrir un milieu de vie pour demeurer à Saint-Fabien-de-Panay. Puis, dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, eux autres, ils se sont mis ensemble, ils ont pondu un projet, ils se sont tournés vers la SHQ pour aider à financer le projet. Puis, effectivement, il est poussé un RPA à Saint-Fabien-de-Panay il y a plusieurs années. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça appartient à tout le monde. La municipalité est aussi partie prenante des projets parce qu'elle doit aussi investir un certain pourcentage des coûts de construction et d'élaboration du projet. Bien, c'est très important ce que vous dites, que ça appartient à la communauté. Ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation du milieu pour créer ça. C'est quand même pas rien, là. C'est fondamental. C'est fondamental, puis on dégage toute notion de profit. Donc, ce qu'on fait, c'est on le fait pour la personne. On le fait pour le monde qui bénéficie du service. Donc, c'est vraiment fondamental là, comme concept. Comment ça va, les conseils d'administration? Ça, c'est une autre petite interrogation. Est-ce que ça va bien en général? En général, ça va bien, mais par contre, au niveau du bénévolat, c'est de plus en plus difficile de trouver, puis c'est pas un phénomène nouveau. Là, je pense que ça fait quand même quelques années là, qu'on éprouve des difficultés à trouver de la relève pour les administrateurs là, qui sont vieillissants ou qui ont fait, comme on dit, qui ont fait leur temps sur un conseil d'administration. On parle de bénévolat. On parle d'une initiative personnelle qu'on veut bien faire, puis un petit peu selon nos conditions aussi, parce qu'on veut pas non plus travailler comme bénévole. On veut faire du bénévolat, puis avoir une certaine prise sur l'orientation de la résidence. Mais c'est quand même assez difficile de trouver des bénévoles là, pour siéger sur les conseils d'administration. On sent cette tendance-là présentement, oui. Vous leur aidez? Est-ce que la FROC apporte du support aux conseils d'administration qui en ont besoin? Ben absolument. Nous, ça c'est clair que ça fait partie de notre mandat, surtout au niveau de la gouvernance. Dans le fond, notre principal client, c'est le conseil d'administration. Dans le fond, on est là pour les soutenir. On est là pour, s'ils ont des difficultés peut-être à parler ou à se retourner vers leur milieu, on les aide là-dedans. On discute avec les élus municipaux dans les municipalités parce que parfois, la municipalité ou les gens de la municipalité oublient que l'OBNL d'habitation leur appartient à la communauté. Donc, des fois, il faut recentrer tout le monde autour du projet du projet commun qui était la RPA dans une municipalité. Donc, c'est clair que nous, on est là pour faire le lien entre le conseil d'administration de l'organisme et son milieu. Parce que des fois, malheureusement, ces liens-là se perdent avec le temps. Des fois, je comprends. J'ai vu dans plusieurs suivis qu'on a fait avec des OBNL d'habitation, que ce soit pour les aînés ou pour d'autres clientèles là, spécifiques. Là. Mais c'est très intéressant là, ce que vous nous avez dit ce matin, parce que c'est pas rien. On dit pas que c'est juste un habitat, pas du tout. Puis c'est quelque chose qui appartient à la communauté puis qui est issu de la communauté. Bien, écoutez, je vous remercie, M. Castonguay, de votre éclairage, puis je vous dis à la prochaine. Bien, je vous remercie, Mme Gagnon. Ça m'a fait bien plaisir. Moi aussi. OK, bonne journée. Bonne journée. Vous avez entendu, M. Castonguay, c'est pas rien, les organismes d'habitation communautaire. Vous l'avez vu, là, c'est pas une unique personne qui en détient la propriété, mais c'est issu du milieu. Et regardez, là, quand on pense qu'on veut vivre collectivement, ça peut être intéressant pour
pour tout le monde, moi j'écoute ça aussi, de voir est-ce qu'on veut habiter dans un lieu comme ça. C'est très important. Puis vous avez vu aussi que c'est pas juste l'habitat, là. L'isolement des aînés, tout ça, il y en a moins parce que c'est comme un milieu de vie. Alors, on a terminé les 3 émissions qu'on a eues sur l'habitat. Ça a été fort intéressant. On a parlé, souvenez-vous, la première émission des rénovictions. Après ça, on a parlé des RPA, des grosses RPA, de l'étude qui a été faite aussi sur les petites RPA. Puis là, on termine en beauté avec la Fédération régionale des OBNL qui vous parle là, de d'autres types d'habitats. La semaine prochaine, on va aborder un dossier qui est tout à fait aussi intéressant. C'est un dossier qui s'adresse à vous, les services à domicile. Vous comprenez, on veut tous vivre dans notre milieu très longtemps, mais il nous faut des conditions de vie, puis il nous faut du soutien à domicile. On va aborder ce thème-là durant plusieurs émissions. On va voir un peu qu'est-ce qui s'offre à nous, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Alors moi, je vous laisse sur un petit peu une phrase là qui me mijote là beaucoup. Écoutez, l'habitat, c'est drôlement intéressant, mais il faut choisir un milieu de vie qui nous permet de rester toujours vivant et de ne pas rester isolé. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Un texte de Julie Stanton, lu par Marianne Marceau, sur une ambiance sonore de Frédéric Brunet. Une production de l'ICQ, Québec en toutes lettres. Les mots, les heures, le lit et les livres. Nous voguions dans l'atmosphère cruellement tendre, du tout près de toi avec moi, maintenant sans toi. Cet irrévocable voyage, fallait-il qu'il advienne au cœur du chaos? La terre aux 4 coins cardinaux, sous les linceuls et le noir. Les petites apocalypses. Mais rappelle-toi, mon amour, mon fantôme, l'éblouissement de l'espérance. Parce que ne pas mourir, c'est ça, une présence inarrachable.
Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec. Midi Jazz.